que l'Europe aujourd'hui est très demandeuse de l'expertise technologique et du matériel militaire israélien. Et c'est également une Europe qui essaie de réduire au maximum sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et qui donc se tourne vers les ressources énergétiques gazifères d'Israël, la technologie israélienne pour améliorer la rentabilité des énergies renouvelables. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Qualité pour notre magazine d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui, va-t-on vers une nouvelle ère des relations entre Israël et l'Europe? Pour en parler en ligne avec nous depuis Tel Aviv, Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel. Vous êtes maître de conférences en relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Vous êtes membre de l'Institut de Jérusalem d'études stratégiques et sécuritaires et vous venez d'être nommé directeur exécutif de Elnet Israël, une organisation qui promeut les relations entre Israël et l'Europe, notamment grâce à l'organisation de délégations et de visites de parlementaires européens ou de pays européens en Israël. Alors, il semble qu'une importante nouvelle donne est en train de faire entrer les relations d'Israël avec l'Europe dans une ère de relance sans précédent. Et cette nouvelle donne, paradoxalement, c'est la guerre en Ukraine. Alors, expliquez-nous pourquoi. La guerre en Ukraine a changé l'histoire de l'Europe, comme l'avait déclaré au début de la guerre le chancelier allemand. À l'époque, c'était en février 2022, Olaf Scholz. Il avait utilisé en allemand le terme de Zeitenwende, c'est-à-dire véritablement de révolution historique. Ce n'est plus la même Europe. C'est une Europe qui, on se rappelle de l'expression de Francis Fukuyama à la fin de l'histoire. Je dirais que l'Europe de l'après-guerre froide laissait les États-Unis la protéger. Elle ne sentait pas qu'elle avait de véritables ennemis, de véritables dangers. Et puis, s'était focalisée sur l'intégration européenne, sur les dépenses sociales. Et c'était les États-Unis qui faisaient la police dans le monde. C'est une Europe qui, à l'époque de la précédente administration américaine sous Trump, ne voulait pas véritablement augmenter ses dépenses militaires pour arriver aux 2% du PIB tel que exigé par l'OTAN. Eh bien, l'Europe d'aujourd'hui, c'est une Europe qui augmente ses budgets militaires. C'est une Europe dans laquelle il n'y a plus de neutralité, puisque même l'Allemagne aujourd'hui, qui avait une politique pacifiste, vend du matériel militaire à l'Ukraine, dont des tanks. C'est une Europe dans laquelle deux pays traditionnellement neutres, tels que la Finlande et la Suède, se sont joints à l'Alliance Atlantique. Et donc, c'est une Europe dans laquelle, je dirais d'une certaine manière, la fin de l'histoire est terminée. Dans ce contexte, cela modifie effectivement les relations avec Israël, puisque l'Europe aujourd'hui est très demandeuse de l'expertise technologique et du matériel militaire israélien. Et c'est également une Europe qui essaie de réduire au maximum sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et qui donc se tourne vers les ressources énergétiques gazifères d'Israël, la technologie israélienne pour améliorer la rentabilité des énergies renouvelables. Alors justement, à l'heure où les chars américains et allemands opèrent en Ukraine et où l'OTAN est en train de s'élargir, chose faite à la Finlande et dans peu de temps à la Suède, Israël devrait sans doute opter pour davantage de relations et pour une relance des relations avec davantage l'Europe occidentale et un petit peu moins ce qui était à la mode ces dernières années pour la diplomatie israélienne, les grands pays d'Europe orientale comme la Pologne et la Hongrie. Donc on a affaire à un switch aussi au niveau des priorités israéliennes. Alors effectivement, on se souvient de la fameuse expression du secrétaire de la défense américain sous l'administration Bush, Donald Rumsfeld, qui avant la guerre en Irak en 2003 avait utilisé l'expression Nouvelle Europe et Ancienne Europe. Il voulait parler du fait que la France et l'Allemagne s'opposaient à la guerre menée par les Anglo-Américains en Irak, tandis que les pays est-européens, qui étaient à la veille de se joindre à l'Union européenne, étaient favorables à la politique américaine. Effectivement, au cours des années, on a vu ces différences entre souvent les pays d'Europe de l'Est et les pays d'Europe de l'Ouest,
sur des questions sécuritaires, également des questions liées à la souveraineté nationale, au partage des compétences au sein de l'Union européenne. Et Israël a aussi tiré avantage, je dirais, de cette division géopolitique, dans la mesure où c'est vrai que souvent la politique française au sein de l'Union européenne a été très influente, mais toujours. Et sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est effectivement la France qui donnait le ton en général, sur les décisions de l'Union européenne et du Conseil des ministres de l'Union européenne. Et là, effectivement, les relations particulières que Israël a développées au cours des années avec les pays d'Europe de l'Est a permis ces dernières années de bloquer certaines décisions du Conseil européen qui exigent l'unanimité. Ceci étant dit, il y a aujourd'hui un changement que je pense Israël doit prendre en considération, à savoir qu'on ne peut plus parler, à mon sens, véritablement de ancienne Europe et nouvelle Europe, dans la mesure où tous les pays européens sont unis contre la Russie, à l'exception de la Hongrie. Ce qui exige effectivement de revoir sa politique, dans la mesure où les coopérations ad hoc qu'Israël avait avec la Hongrie de Orban, justement dans le contexte européen, aujourd'hui, il faut prendre en compte le fait que d'abord la Hongrie devient de plus en plus autoritaire, et puis surtout que Orban est devenu un allié très proche de la Russie, laquelle commençait à augmenter ses relations militaires avec l'Iran. Donc il faut revoir un peu notre copie, je dirais, en ce qui concerne l'Europe de l'Est. Alors, est-ce à dire que, au plan des différents dossiers disons, des actions d'Israël auprès de l'Europe, le dossier énergétique, le dossier de défense, aujourd'hui, on va davantage, depuis Jérusalem, regarder vers Paris, Berlin et Londres, plutôt que vers la Hongrie et la Pologne. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé au ministère des Affaires étrangères israélien? Bon, la Hongrie et la Pologne ne sont pas des puissances militaires. La France et la Grande-Bretagne le sont. Il faut bien comprendre que Israël, aujourd'hui, mène des exercices militaires communs avec la France et avec la Grande-Bretagne, avec la flotte française et la flotte britannique, aussi bien en Méditerranée orientale que dans le Golfe Persique. Une coopération très étroite également entre les armées de l'air d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne, ce qui évidemment n'existe pas en termes évidemment de flotte avec la Hongrie. Donc ce sont là des puissances, les puissances militaires de l'Europe, elles ne sont pas en Europe de l'Est. Et puis la France et la Grande-Bretagne, bien que la Grande-Bretagne ne soit plus membre de l'Union européenne, ce sont également deux puissances nucléaires qui ont un siège permanent avec un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on ne peut pas ignorer tout cela. Et puis évidemment le fait que aujourd'hui il y a une demande, comme je l'ai dit, pour la technologie militaire israélienne, ce qui en réalité crée plutôt des tensions, je dirais, entre la France et l'Allemagne, puisque c'est avec l'Allemagne que Israël a signé récemment un contrat de livraison d'un système antimissile très sophistiqué pour une somme de 4 milliards d'euros. C'est la plus grande, je dirais, le plus grand contrat militaire de l'histoire du pays. Avec l'Allemagne, pas seulement pour l'Allemagne, mais également pour un nouveau groupe que les Allemands appellent Sky Shield de pays européens, de 17 pays membres de l'OTAN, pour les protéger justement des attaques de missiles en provenance de la Russie. La France, elle, n'était pas favorable à cet accord, puisqu'elle aurait voulu que ce soit une technologie française qui n'est toujours pas prête. Et comme on sait, le modus operandi de la France dans l'Union européenne, c'est d'utiliser l'argent du contribuable allemand pour finalement financer les besoins et les intérêts français, dont la politique d'école commune. Et là, effectivement, la France aurait préféré que l'Allemagne investisse dans une technologie que Macron appelle commune, mais qui en fait serait essentiellement française. Et les Allemands, eux, sont allés plus dans le sens d'acheter, comme je l'ai dit, la technologie israélienne. Alors, dans ce contexte, et surtout dans le contexte de la scène politique intérieure israélienne, qui est, comme chacun le sait, très agitée, est-ce que ce débat qui a lieu en Israël sur la réforme judiciaire aurait des conséquences directes pour vous, Elnet, dans l'organisation concrète des délégations de parlementaires du Conseil de l'Europe ou de parlementaires des différents parlements en Europe?
Est-ce que cette scène politique intérieure israélienne, elle vous facilite les choses ou alors au contraire, elle est un petit peu problématique pour les délégations que vous organisez? Non, il n'y a pas eu d'impact je dirais, de la controverse constitutionnelle en Israël sur les délégations que Net fait venir en Israël. Ce sont des délégations parlementaires, soit des parlements nationaux, soit du Parlement européen. Au contraire, je dirais qu'il y a un intérêt. Les parlementaires européens veulent comprendre par eux-mêmes quelle est la nature de cette controverse constitutionnelle et veulent se rendre compte par eux-mêmes. Donc, au contraire, je pense que cette controverse constitutionnelle a beaucoup intéressé, continue d'intéresser les Européens. Comme vous le savez, il y a également une controverse constitutionnelle au sein de l'Union européenne, puisque les réformes judiciaires qui ont été menées en Pologne et en Hongrie sont considérées comme antidémocratiques par l'Union européenne. Et donc, on crée un fossé d'une certaine manière entre ces deux pays et le reste de l'Union européenne. En revanche, si effectivement Israël venait à se diriger vers une réforme en profondeur de son système judiciaire et de son ordre constitutionnel dans une direction que je qualifierais à la hongroise, eh bien, il y aura des conséquences sur nos relations, pas seulement avec l'Europe. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la pression vient essentiellement des États-Unis. C'est le président Biden qui s'est le plus impliqué dans ce sujet en disant très clairement que, eh bien, lorsqu'on parle de relations communes entre Israël et les États-Unis, encore faut-il qu'il y ait des valeurs communes. Et que si, dit Biden, il n'y a plus de valeurs communes, eh bien, ce ne sera plus les mêmes relations. On a senti beaucoup plus la pression en direction des États-Unis sur ce sujet qu'en direction de l'Europe, bien que, effectivement, ce sujet était évoqué dans les rares déplacements de Netanyahou à l'étranger depuis la formation de son gouvernement, en particulier en Europe. Alors justement, on revient sur un des aspects que vous avez cités, dans la mesure où l'un des domaines préférentiels de cette relance en cours des relations entre Israël et l'Europe, c'est celui justement de la défense. Vous citiez cette fameuse vente importante à l'Allemagne qui est en fait, je dirais, une immense victoire, même symbolique, pas simplement financière et technologique d'Israël, pour donc le missile à Arutz 3 en Allemagne et à d'autres pays européens. Mais il y a d'autres projets dans ce genre. Et je crois aussi que, de manière assez étonnante, Israël est en train de proposer à la Roumanie de protéger ses gisements de gaz en mer Noire. Oui, tout à fait. C'est grâce d'ailleurs à un dialogue stratégique que Elnet a organisé en Roumanie, en coopération avec le centre Abba Eban de l'université de Reichman. Et il s'est avéré, lors de ce dialogue stratégique entre des décideurs israéliens et roumains, que la Roumanie dispose effectivement de gisements de gaz naturel en mer Noire. Et les décideurs roumains ont évoqué effectivement leur intérêt à ce que, eh bien, Israël, les sociétés israéliennes aident la Roumanie à protéger leur champ gazier de possibles attaques venant de la Russie. Donc là aussi, la Roumanie, qui est un pays aussi important de l'Union européenne, pour Israël, eh bien, effectivement, s'est tournée vers Israël pour, comme je l'ai dit, la protection de ces champs gazifères, grâce à un dialogue stratégique organisé par Elnet. Alors justement, est-ce que, puisque les auditeurs et ceux qui nous regardent ne savent pas forcément ce que c'est que Elnet, est-ce que donc parmi les activités, à part l'organisation des délégations de parlementaires, Elnet promeut aussi des think tanks et je dirais des réflexions dans le cadre des structures européennes ou des structures nationales des pays européens pour donc discuter de ces différents dossiers. Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que finalement les délégations c'est un aspect important, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres activités qu'organise Elnet. Tout à fait. Alors, Elnet, en réalité, a deux activités principales. L'une, c'est celle des délégations, où nous faisons venir en moyenne une trentaine de délégations parlementaires européennes en Israël. Comme je l'ai dit, c'est soit des parlements nationaux, soit des membres du Parlement européen qui se rendent en Israël, qui passent en général une semaine ici ou 5 jours. Et ils rencontrent des décideurs, chefs du gouvernement, ministres, députés,
chefs d'entreprise, l'armée également. Il visite les tunnels du Hezbollah, du Hamas. Il voit également le dôme de fer, etc. Il rencontre des universitaires. Et puis, l'autre grande activité que nous faisons, ce sont les dialogues stratégiques, où nous faisons se rencontrer des décideurs européens et israéliens sur des thèmes d'intérêt commun pour une journée. En général, c'est en Europe, parfois en Israël. Récemment, il y a eu un dialogue stratégique avec l'Espagne, en Israël et avec les pays d'Europe de l'Est, avec effectivement des universitaires de haut niveau, des ministres ou des anciens ministres, comme je dis également des chefs d'entreprise, qui discutent ensemble de problèmes communs pour essayer d'y trouver des solutions communes et pour montrer qu'Israël a souvent des solutions aux problèmes européens, qu'il s'agisse de problèmes sécuritaires, mais également de problèmes énergétiques, d'eau et de sécurité alimentaire, par exemple. Et puis, de plus en plus, on essaie d'étendre ces dialogues stratégiques qui ont un impact très important avec les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël pour que ces dialogues ne soient plus uniquement bilatéraux, mais également trilatéraux. Et ça, c'est quelque chose que nous permet finalement les fameux accords d'Abraham, qui permettent de créer des partenariats, pas seulement entre Israël et l'Europe, mais également avec les pays arabes. Alors, sur un plan plus politique et diplomatique, n'est-il pas difficile ou compliqué pour une organisation comme Elnet, qui, je rappelle, a des bureaux évidemment en Israël, mais aussi à Bruxelles, Varsovie, Londres, Berlin et Paris, et sans doute ailleurs. Est-ce que c'est pas difficile pour vous, dans tous ces forums, d'accélérer cette relance diplomatique, alors que, on peut le dire, au plan, je le disais à l'instant, politique et diplomatique, l'hostilité de l'Europe va en s'accentuant contre Israël, du fait qu'elle continue, dans ces différentes instances, à recourir à des doubles standards contre Israël, notamment dans le problème israélo-palestinien. Comment vous surfez, je dirais, avec cette donnée que l'Europe officielle, l'Europe de Bruxelles, a des partis pris anti-israéliens assez répétitifs, je dirais? Il faut bien distinguer d'abord entre l'administration bruxelloise et les gouvernements nationaux. Et je rappelle que la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Et au contraire, ce dont on s'aperçoit ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus une approche positive en Europe vis-à-vis d'Israël. Il y a également des changements politiques en Europe. Prenez un pays comme la Suède, par exemple, qui traditionnellement avait une attitude hostile à Israël, qui aujourd'hui a un nouveau type de gouvernement. Et ce gouvernement n'a plus du tout la même attitude vis-à-vis d'Israël que ses prédécesseurs. Et puis, on le voit également dans le reste des pays européens. Israël a des relations excellentes avec les pays baltes, comme je l'ai dit, avec la plupart des pays d'Europe de l'Est. Mais également, si vous prenez par exemple aujourd'hui le gouvernement italien, qui est très favorable à Israël, la France, évidemment, a sa tradition diplomatique. L'Allemagne, par exemple, on connaît les différences sur le dossier israélo-palestinien, mais il faut bien comprendre que là aussi, les Européens eux-mêmes se sont fatigués de ce dossier et qu'aujourd'hui, évidemment, pour la forme, ils continuent de répéter leur position traditionnelle sur ce dossier, mais en réalité, ils se focalisent aujourd'hui sur la coopération économique et militaire avec Israël en dépit des différents politiques. Même chose avec la France, qui a les positions que l'on connaît et du Quai d'Orsay sur le Proche-Orient. Mais à côté de ça, la France est devenue, ces dernières années, le deuxième partenaire militaire d'Israël après les États-Unis. Alors évidemment, ça n'empêche pas de voter toujours de la même façon à l'ONU, mais ce qui est important, le plus important que ça, je pense, c'est effectivement cette coopération militaire très étroite avec la France, qui est un phénomène relativement récent. Et en fait, comme le temps de notre entretien touche à sa fin, je vous souhaiter bonne chance dans ce poste et vous remercier pour le temps que vous avez donné aux auditeurs de Qualita. Merci Emmanuel Labonne. Merci à vous. Et à bientôt pour notre prochain À très magazine. bientôt. Au revoir.